Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, nous revoilà sur un épisode de Money Tree cette semaine avec un invité pour nous parler de marchés financiers. On avait déjà traité les marchés financiers avec un épisode dernièrement avec Sébastien, le fondateur de YoMoney. On va traiter aujourd'hui et parler d'épargne également évidemment sur les marchés financiers, mais plutôt en autonomie. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Édouard Petit. Salut Édouard. Bonjour, comment vas-tu? Ravi de participer à ce podcast et de rejoindre ta communauté. Merci beaucoup de l'invitation. Je t'en prie, Edouard, merci beaucoup d'être là. Écoute, moi ça va aussi. J'espère que de ton côté, tout va bien. Je suis vraiment content de t'avoir sur le podcast. Ça fait un petit moment, un bon moment que je suis tes aventures autour des marchés financiers, de l'épargne passive, notamment via les ETF. Et c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui ensemble. Donc, tu es l'auteur de 2 ouvrages, si je ne dis pas de bêtises, Ouais, c'est ça. sur le sujet. Voilà. Donc, le premier s'appelle Épargnant 3.0, c'est ça? Ouais, Et le second s'appelle, attends, il faut que je m'aide un peu parce que je ne l'avais pas retenu par cœur, créer et piloter un portefeuille d'ETF. ouais, c'est ça. Et c'est c'est ce dont on va parler aujourd'hui, je pense. Est-ce que tu peux, sans qu'on revienne trop sur justement la notion de marché financier, de manière macro, etc., parce que c'est des choses qu'on a traitées déjà dans d'autres épisodes, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu es venu justement à investir en bourse et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as une stratégie dite passive que tu nous expliqueras tout à l'heure? Oui, écoute, en fait, bon, moi, je suis un investisseur particulier, donc j'investis, pour moi-même, pour développer mon patrimoine et j'ai toujours été, passionné, d'investissement, de bourse. En fait, j'ai commencé, je sais plus l'âge exactement que j'avais, mais je devais avoir, 10-12 ans. Heu, Ah ouais, OK. ouais. Donc voilà, et j'ai acheté mes premières actions à un guichet, Crédit Lyonnais, puis de la Société Générale avec mes parents. Mais c'est moi qui avais, choisi, les actions, voilà, j'ai essayé de retrouver et j'ai pas réussi à retrouver l'historique de tout ça, hein, mais j'ai acheté, du Canal, à l'époque, des choses qui me parlaient en fait, hein. J'ai acheté aussi, alors je devais quand même lire certaines choses, je me souviens plus très bien, mais j'avais quelques prémices sur la diversification parce que j'ai acheté, je me souviens très bien pour le coup, du Zambia Copper, des mines de cuivre, en Zambie, cotées à la OK. Bourse de Paris en l'occurrence. Ça faisait partie des quelques actions qui étaient cotées à la Bourse de Paris. Voilà, et puis, plus tard, du Vivendi, voilà, des choses, bon, j'investissais, sans je sais pas trop comment, à l'instinct, mais j'aimais ça et c'était à l'instinct, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'av j'avais l'impression de participer à un projet d'entreprise quand je faisais ça. Voilà, c'était pour ça que je faisais. Bien sûr, j'aimais faire des profits. Cela étant, bon, pour la petite histoire, je pense que comme je suivais les cours sur Minitel, ça coûtait plus cher à mes parents que les profits que je faisais, de suivre les cours sur Minitel. Donc mais je faisais ça, parce que voilà, parce que l'entreprise me parlait, voilà, c'est pour ça et encore aujourd'hui, même si on investit j'investis en ETF et il y a moins de relations directes avec les entreprises, on pourra en reparler. C'est quand même, heu, pour des raisons aussi sociétales, que j'investis. Voilà. OK, tu peux nous en parler? Je pense que de fournir du capital, aux entreprises, quelque chose d'extrêmement important pour qu'ils développent des projets, c'est ça et ce sont pour moi, c'est vraiment les entreprises. C'est l'humain, c'est voilà, c'est entreprendre, c'est la caractéristique de l'humain. L'entreprise, c'est la caractéristique de l'humain, le progrès. Moi, je fonctionne comme ça. Donc pour moi, amener des capitaux aux entreprises pour qu'elles se développent, c'est ça qui crée des idées, ouais, encore, du progrès, certes technologique, mais aussi, sociétaux, que dire, d'autre? Voilà, alors
Effectivement aussi, alors les gens qui connaissent bien les marchés financiers vont me dire: «Mais oui, mais si tu investis en bourse, la levée de capital, elle a déjà eu lieu, donc tu ne fournis plus de capital aux entreprises». Heu, mais cela étant, donc c'est ce qu'on appelle, on rentre déjà dans un débat, j'ai pas fini trop mon histoire, mais bon, on rentre déjà dans un petit peu en histoire. C'est vrai que c'est plutôt sur la mise sur le marché que les entreprises, lèvent des capitaux pour créer des projets. Mais si derrière, on peut pas échanger les actions qu'on a levées, et ben, en fait, le marché primaire, ce qu'on achète le marché primaire ne pourrait pas exister. Donc de pouvoir échanger des actions derrière, c'est ça, en effet de bord, qui permet de lever des capitaux. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement, important à comprendre sur la bourse. C'est que c'est quand même ce qui permet de faire vivre les entreprises, qui diminue le chômage. Voilà, moi je suis, dans cette, lignée, là, sans vouloir faire de politique. Je pense qu'il y a un lien entre entreprise et développement sociétal. Donc j'ai fait ça, historiquement, et après j'ai continué à m'intéresser un petit peu, toute ma vie, sur les actions sans investir correctement parce qu'à l'époque, aujourd'hui j'ai 47 ans, à l'époque, quand j'ai commencé à investir, voilà, on pouvait pas acheter, un livre, sur internet, il y avait pas des podcasts, très intéressants qui expliquent, comment se faire. Les courtiers sur internet, ça s'est développé je pense, plutôt vers 93, voilà, j'ai commencé, à cette époque-là sur internet. Bon voilà, il y a beaucoup c'était beaucoup plus difficile, d'investir, correctement. Les premiers ETF, bon, étaient très peu connus. Le premier ETF en Europe, c'est vers 2000-2002, quelque chose, comme ça. Donc voilà, j'ai pas spécialement bien investi, mais je me suis toujours intéressé à ça. J'ai perdu de l'argent, pendant la crise des dot-com. J'ai fait beaucoup d'investissements à cette époque-là, vers 98, 2000. J'avais l'impression d'avoir perdu beaucoup d'argent, mais comme j'avais peu d'argent au départ, hein, c'était pas très grave et j'ai appris pas mal de choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bien qu'ayant fait une école de commerce, j'étais jamais tombé sur ce graphique qui explique que, allez, 90 des gestionnaires professionnels font moins bien que le marché, en fait. Et je suis tombé sur ce graphique, disons vers 2010 à peu près, et ça m'a vraiment, interrogé, en fait. Et de fil en aiguille, j'ai voulu vraiment comprendre ce sujet-là, et c'est à partir de là où j'ai mieux investi selon que les préceptes que j'explique, aujourd'hui là, sur l'investissement passif, les ETF, et cetera, et beaucoup de bonnes pratiques qui sont plus connues aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient très peu connues, même, pas enseignées en école de commerce, notamment, voilà. Bien qu'ayant fait de la finance, bah, je me suis spécialisé là-dedans, j'ai voulu le faire pour moi, j'ai voulu comprendre, et puis en 2015, en 2014 plutôt, enfin je me suis dit: «Tiens, peut-être que, je vais arrêter d'expliquer à mes collègues et cetera tout le temps, je vais écrire un petit livre», et donc j'ai écrit juste parce que voilà, j'étais passionné par ça, et quand j'expliquais ça, voilà, à tout le monde et cetera, de ce qu'il fallait faire, les ETF, qu'il fallait absolument découvrir ça, que c'était très original, l'investissement passif et cetera, et je voyais aussi le portefeuille de collègues qui était proposé par des banques et je tombais de ma chaise, et à force d'expliquer la même chose, je me dis: «Tiens, je vais écrire un petit livre», voilà, et donc j'ai écrit et j'ai publié en 2015 mon premier livre, Épargnant 3.0. Aujourd'hui, je suis à la 3e édition, donc je le mets à jour, relativement régulièrement, voilà, et il a très bien marché. Et de fil en aiguille, j'ai continué à me perfectionner, à partager. J'ai écrit un deuxième livre, voilà, un blog, voilà, et donc maintenant je suis relativement connu à la fois par les particuliers et les professionnels sur ce marché. Et puis voilà, je suis même devenu, prof de finance, vacataire, en cours de finance, classique, hein, de corporate finance et des finances d'entreprise, à l'ESCP en l'occurrence. Ah ouais, chouette. Voilà, où j'enseigne, et c'est hyper intéressant d'enseigner, des choses fondamentales parce que dans mes livres, j'ai toujours eu un lien très fort avec, l'académique, c'est toujours très sourcé. Donc Mmh. voilà, donc la transition s'est fait un peu de façon, naturelle. Très, très beau parcours qui semble totalement naturel, en fait, quand tu le racontes, finalement, en achetant une action à 12 ans et puis, en terminant par effectivement, transmettre tout ce savoir à l'école. Je pense que c'est, une belle histoire. Et est-ce que tu peux, pour les auditeurs qui nous écoutent et pour moi aussi, nous donner ta définition de la gestion passive, justement, sur les marchés financiers? Ouais, alors, gestion passive et même ETF, il y a des définitions, usuelles, et puis il y a les vraies définitions quand on se pose la question des si on veut vraiment faire la différence précisément avec d'autres types de gestion. Mais bon, la gestion passive, ça veut dire, laisser faire le marché, pour faire court, OK? Donc c'est que voilà, c'est que si, le marché dit que dans un portefeuille, il faut qu'il y ait 3 d'Apple, et ben, on va acheter 3 d'Apple. On va pas se poser la question: «Est-ce que je préfère avoir Apple à Tesla?» Voilà.
C'est ça la gestion passive. Donc normalement, on fait pas grand-chose quand on fait ça. On achète et puis on suit le marché, on suit les indices. Aussi, ça peut, vouloir dire, investir, donc dans toutes les actions, en suivant le marché et aussi sans jamais faire de market timing. C'est-à-dire on n'essaie pas d'investir au plus haut, au plus bas, enfin voilà, pas au plus haut et au plus bas ou au meilleur moment. On suit, voire on fait régulièrement, des investissements tous les mois, tous les 15 jours, tous les ans, c'est un peu égal. Donc voilà, c'est ça la gestion passive de manière, très, simplifiée. C'est ça qu'on veut faire. Après, on peut avoir des débats et l'exemple que je donne, j'ai d'autres profs de finance de l'ESCP qui sont tombés de leur chaise quand je leur ai raconté ça. Après, c'est un petit peu du storytelling pour faire Mmh. réfléchir les gens. Je dis: «Finalement, le plus grand gestionnaire passif de tous les temps, c'est Warren Buffett». Mmh. Quand Warren Buffett dit: «Vous devez investir dans une action pour le détenir pour tout le temps», c'est effectivement, c'est être passif et Ouais. c'est en même temps le plus grand gestionnaire actif de tous les temps, en Ouais. même temps. Donc j'aime bien ne pas trop opposer les choses et être dans le un peu plus, subtil. D'ailleurs, Warren Buffett défend la gestion passive au sens où je le disais tout à l'heure, voilà et il aime bien, voilà, les ETF, peut-être pas spécialement les ETF en tant que tels, mais en tout cas la gestion passive, il aime bien le fait de laisser faire le marché, bien qu'il ait cherché lui-même à surperformer le marché. Voilà, le diable est dans les détails aussi parce qu'on peut très bien utiliser des produits de gestion passive, comme des ETF, et le faire de façon en gestion active. Si on dit, bah, je veux avoir 40% d'émergents ou 40% d'émergents ce mois-ci et pas le mois prochain, bah, ça devient de la gestion active en utilisant des produits indiciels ou des produits passifs. Mmh. Donc il y a toute un éventail de couleurs, du blanc au noir qui fait que c'est actif ou c'est passif. Voilà, mais la Oui, gestion passive. Ah pardon. la passivité, elle est effectivement relative, elle dépend du degré d'activité qu'on veut mettre aussi. Moi, j'ai l'impression que sur un ETF, mais tu vas nous expliquer ce que c'est un ETF, j'ai l'impression que moi, enfin, tu vois, la vision que j'ai, c'est-à-dire que si je suis actif, je vais sélectionner mes valeurs, je vais investir dedans, je vais me renseigner, je vais regarder, les chiffres, je vais regarder les projets de l'entreprise, je vais regarder ses fonds propres, je vais regarder plein de détails, voilà, on pourrait en faire un épisode entier sur comment analyser vraiment, une action, enfin une entreprise pour justement y acheter une action ou pas. Donc tout ça, c'est du boulot. Moi, quand je me dis j'achète une ligne d'un ETF, je me dis c'est passif. Pourquoi? Parce que ce boulot-là, il a été fait déjà par finalement la boîte qui édite l'ETF. C'est-à-dire souvent c'est un fonds qui édite l'ETF. Est-ce que c'est ça en fait la passivité que tu viens chercher en premier? Alors le boulot, il a été fait plutôt, je dirais par l'ensemble des acteurs du marché. Hmm. Si on achète un ETF, comme je disais tout à l'heure, donc on est censé acheter la plupart des ETF. Tous les ETF sont pas faits comme ça, exactement, mais disons les ETF historiques, classiques, et cetera. Si on prend par exemple l'ETF, encore en vie le plus ancien, c'est un ETF sur le S&P 500, l'indice américain. Il existe depuis 1993. OK? Ok. Le premier ETF dans le monde, il est plutôt né au Canada, mais après ils ont pas vécu très longtemps en 1990. Donc l'ETF le plus connu au monde, c'est celui-là, là, qu'on appelle SPDR. Bah, il achète toutes les entreprises de l'indice S&P 500. Mais c'est pas le gestionnaire qui fait ça, c'est le marché qui dit: «Il y a X% d'Apple, il y a X% de Tesla, il y a X% de toutes ces de Ouais. Microsoft, et Ouais. cetera, dans cette entreprise». Parce que le marché, c'est plein de professionnels, qui achètent et qui vendent, des milliers de fois par seconde sur ces entreprises et qui créent le prix et qui disent: «Bah, voilà la valeur, de mon entreprise», effectivement, en bourse. Et si on se réfère à la théorie, académique, classique, la théorie des marchés efficients, et ben, c'est le meilleur prix en bourse, bah, c'est ce prix-là. Alors évidemment, on peut réfléchir, comme tu le disais, à est-ce qu'il y a un meilleur prix? Bon, ça marche quand même moyennement bien, hein, d'ailleurs, on peut le voir puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on y reviendra certainement, les professionnels font moins bien que le marché, mais voilà, c'est extrêmement difficile de battre cette intelligence collective qui donne une valeur à, une, entreprise en bourse. Et donc si on achète une entreprise, on fait confiance au marché et c'est-à-dire à l'intelligence collective de tous les acteurs du marché. Donc on fait confiance à BNP, Goldman Sachs, et cetera. Mais Voilà. si par exemple je veux justement plutôt m'investir dans un secteur donné, c'est-à-dire Ouais, admettons le pharmaceutique, ouais. je vais aller souscrire du coup à des
comment ça, on appelle ça des parts d'ETF? Comment on peut Ouais. appeler ça? Ouais. Je Mmh. vais aller souscrire à des parts d'ETF qui est vraiment thématique et donc très sectorisée pharmaceutique. Là, par contre, c'est là où moi je me dis, je me remets, si tu veux, à la professionnalisation des gens qui éditent l'ETF et qui vont aller prendre telle ou telle valeur. Est-ce que ça bouge souvent? Comment ils font leur Alors arbitrage au sein même d'un ETF? alors là, pareil, en fait, c'est un sous-indice et donc heu, on peut prendre effectivement des plus petits indices que les indices que j'ai donnés. En fait, il y a des dizaines de milliers d'indices, donc là, ça va prendre un secteur, mais si tu veux, le secteur, il est quand même relativement défini. On sait ce que c'est qu'une entreprise pharmaceutique, donc normalement, l'indice, il se pose pas de la question: «Est-ce que je prends cette Ok. valeur-là? Est-ce que je prends là?» C'est voilà, c'est pharmaceutique, ça répond à ces critères, bah, voilà, oui ou non. Après, quand on devient spécialisé, c'est que voilà, bah, pharmaceutique, mais à combien de pourcents? Qu'est-ce qu'on fait des holdings? Il y a Hmm. quand même un jugement. Même dans le S&P 500, hein, tout à l'heure, je disais que tout était automatique, mais il y a quand même un comité qui va dire: «Tiens, je le mets dedans, je le mets pas dedans», bon, voilà. Encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais si on veut se simplifier la vie, il faut se dire que c'est automatique. Voilà, Et c'est donc, un secteur. clairement, entre un ETF, par exemple, de chez BlackRock ou un ETF de chez Elixor, qui est sur le même secteur, j'ai à peu près la même chose à l'intérieur, la même ventilation? Oui, alors il peut y avoir des règles, des indices qui sont pas exactement les mêmes, mais normalement, si vous prenez un indice, pharma Europe, bah, c'est quasiment, la même chose. Bien sûr qu'il y a Ok. des règles qui peuvent être un petit peu différentes. Bon, ça se ressemble beaucoup et c'est pour ça, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est par exemple, c'est bien de se poser la question de quel est le meilleur ETF, sur un marché, mais c'est beaucoup moins impactant de se poser la question de quel est le meilleur fonds sur un marché. Hmm. Les fonds, ils vont être très différents. Les fonds classiques, actifs, hein, ils vont être très différents entre eux. Ils vont avoir des performances très différentes. Les ETF vont plus se ressembler et avoir des performances nettement plus proches. Et Ouais. c'est en ça qu'on peut dire que d'une certaine façon, les ETF sont moins risqués parce que l'éventail de résultats est beaucoup moins large, en fait. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, tu vois, tout mon cheminement là depuis tout à l'heure et toutes mes Ouais. questions, je pense qu'elles sont justement dans ce flou entre le fonds et l'ETF. Donc peut-être que maintenant, c'est le bon moment pour définir ce qu'est un ETF justement, tu vois, par rapport à un fonds justement. Bah, alors un fonds actif, hein, un fonds classique, il se pose la question de dire: «Est-ce que, j'achète du Facebook ou du Microsoft?» dans les valeurs techno. Mmh. Le fonds passif slash l'ETF, il se dit: «Je prends Facebook dans le même pourcentage que l'indice, que le marché boursier», enfin de Meta, pardon. Pareil de Microsoft, de Tesla, de Johnson& Johnson, des banques, et cetera. Voilà. Il y en a un qui va chercher à surperformer le marché en cherchant les actions qui lui paraissent les plus intéressantes et l'autre qui fait juste suivre. Le Voilà, répliquer. Ouais, OK. le répliquer. OK. Donc l'ETF, ça veut dire quoi? Très concrètement? Donc on appelle ça un tracker aussi, je crois, hein? On peut Voilà, appeler ça un un tracker, tracker? en fait, donc là, ça c'est ce que font la plupart des ETF. Ouais, Après cet ETF, enfin ce fonds passif ou indiciel, il peut être soit coté en bourse, soit pas coté en bourse, en fait, OK? OK. Donc le fonds passif, s'il est coté en bourse, voilà, non, le fonds s'il est coté en bourse, ça s'appelle un exchange traded fund. C'est juste un fonds coté en bourse. Mmh. Voilà. La plupart des fonds cotés en bourse sont passifs. Mais on voit une tendance qui montre que certains fonds actifs sont choisis désormais, surtout aux États-Unis, d'être cotés en bourse pour différentes raisons qui peut-être ça sert à rien de les développer ici, mais c'est une tendance de fond qu'on va voir où c'est une bonne façon de pour des raisons fiscales aux États-Unis et puis pour des raisons de distribution en Europe, ça peut faire du sens. OK? Donc ça, c'est une autre caractéristique des ETF et pas des fonds passifs, c'est d'être coté en bourse, donc d'être disponible partout dans n'importe quel, compte titre, PEA, et cetera. Si vous êtes un fonds normal, en fait, vous devez être distribué par des gens qui vous distribuent, OK? Par des conseillers en gestion de patrimoine, par, des banques, des courtiers en ligne, et cetera. Et donc, il faut être référencé et les gens qui distribuent, eh ben, ils doivent être rémunérés et c'est pour ça que les frais c'est une des raisons, pour les frais sont plus élevés, c'est parce qu'une partie de la rémunération va à la distribution. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est une différence aussi qui est importante sur les ETF, c'est le mode de distribution qui est assez différent et la cumul des 2 fait que, ben, les frais des ETF sont, largement, inférieurs aux frais des, fonds actifs classiques. Voilà. OK. Ces ETF, je peux les acheter où, moi, par exemple tout seul? Bah, les ETF, on peut les acheter en bourse sur un compte titre ou, sur un PEA, par exemple.
Et puis maintenant, ça commence à se développer depuis quelques années. Avant, c'était sur seulement quelques contrats d'assurance vie, mais maintenant, on commence à en voir de plus en plus sur de plus en plus de contrats d'assurance vie et de plans épargne retraite. Voilà. OK. Bon, alors sachant que sur le PEA, par exemple, je peux acheter que de l'ETF, européen, c'est ça? Non, alors ouais, alors on peut acheter sur le PEA, on peut acheter que des entreprises qui ont leur Ouais, siège social dans l'Union économique européenne. ouais. Mais les ETF ont trouvé un petit trick qui fait que, on peut acheter certains types d'ETF qui répliquent, qui suivent des indices non européens. Donc on peut être exposé à, des indices internationaux comme le S&P 500, comme le MSCI World qui suit, plus d'une vingtaine de pays développés dans le monde. OK. Non, donc voilà, donc ça permet une diversification sur le PEA qui est très importante et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, phénoménal, dont il faut absolument, profiter parce que voilà, pour des frais extrêmement faibles, on a une diversification géographique internationale et c'est vraiment, Alors, exceptionnel. Voilà. c'est justement, tu vois, c'est comme quand tu as trop de choix au restaurant, tu mets plus de temps à choisir que quand il y en a moins. Ouais. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'offres sur le marché des ETF, hein, j'ai l'impression, de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Du truc le plus farfelu jusqu'au truc, MSCI World, effectivement, où là, bon, c'est assez simple. Alors oui, il y a à peu près, ça dépend comment on compte, mais 9 000 ETF dans le monde. Mmh. Donc voilà, quelques milliers en Europe, entre 500 et 1000 sur, Euronext, Paris, Amsterdam, et cetera. Donc ça fait effectivement beaucoup de choix et un ETF, c'est juste un fonds qui est coté en bourse. Donc on peut y mettre n'importe quoi, on peut mettre des choses très simples, comme tu le disais et des choses très compliquées. Ça ne pose aucun problème Ouais, et ça répond à des besoins différents. Donc je ne porte pas de jugement de valeur sur, le niveau de complexité. Donc on peut trouver dans moi, ce que je trouve le plus simple et le plus adapté pour quelqu'un qui veut faire de la gestion passive, être très diversifié, investir sur le long terme, bien dormir la nuit, y aller tranquille sur la durée, ce qui est moi, mon style et ce que je partage sur mon blog, dans mes livres, dans ma formation, et cetera. Bah, là, on va prendre un ETF qui suit un indice large, comme le MSCI World. C'est un indice qui suit 1600 plus grandes entreprises dans le monde, dans les pays développés. Bah, voilà, c'est très simple, ça fonctionne sur le long terme, voilà. On peut acheter un indice S&P 500, des 500 plus grandes entreprises américaines, ça fonctionne sur le long terme. Voilà, ça c'est le simple qui fonctionne. On prend Bien sûr, on a une risque de perte en capital, hein, ça c'est mmh, c'est l'investissement. Mais bon, voilà, le rapport rendement sur risque est, très bon et aussi, le rendement, prise de tête. ouais. Finalement, voilà, Ouais, c'est ouais. relativement, facile à comprendre, voilà. Donc on a ça. Après, on peut choisir des ETF et se dire: «Ah tiens, je vais choisir», comme tu disais, ce mois-ci, les entreprises pharmaceutiques, le mois d'après, les gens, qui produisent de l'or, le mois d'après et cetera et se poser ces genres de questions. Il y a des ETF obligataires, mais même alors en même temps, je cherche parce que je donne c'est souvent cet exemple que justement on peut toujours, faire compliqué si on veut. Il y a alors j'arrive pas à retrouver sous la main, c'est dommage. C'est un ETF qui investit sur, les obligations et sur le taux d'inflation, break-even. Bon, en achetant des inflations indexées, enfin pardon, des obligations indexées sur l'inflation à 10 ans et en vendant short à découvert des actions, pas indexées sur l'inflation à 2 ans, par exemple. Alors je me souviens plus exactement si c'est dans ce sens-là, dans le sens inverse et cetera, mais en tout cas, c'est compliqué. Rien que quand on lit le Mmh. truc, c'est compliqué. Donc on peut mettre dans un ETF un truc compliqué. Ça ne pose pas de problème. Voilà. Et en matière de thématique, qu'est-ce qu'on peut avoir comme truc un peu exotique? Est-ce qu'il y a des ETF, par exemple, sur le business du cannabis légal ou médicinal? En Europe, je sais pas, aux États-Unis, oui. Ouais, ouais, En Europe, il y en a peut-être maintenant, ouais, voilà, bah, il y en a sur, les entreprises, qui travaillent dans le monde de la crypto, du ouais, crypto. OK, par ouais. exemple. Est-ce que ça peut être un bon moyen justement, de sans aller, justement aller détenir de la crypto sur un exchange et cetera? D'ailleurs avec toutes les problématiques, qu'ont vécu les exchanges dernièrement. Est-ce que ça peut être un moyen d'être investi en crypto sans en être, en fait? Alors,
Sur le marché des matières premières, disons au sens large, il y a les cryptos. On va dire que les cryptos Mmh. sont des matières premières pour faire court, mais disons, il y a aussi, l'or, le pétrole, le blé, et cetera. Ce qu'il faut savoir, c'est que alors ça dépend, l'or c'est différent. Mais, sur le pétrole, par exemple, il y a, disons, les ETF matières premières qui investissent dans les entreprises qui investissent dans les matières premières, et il y a quelque chose qui ressemble à un ETF, qui n'est pas un ETF, qui est un ETC, qui investit vraiment dans la matière première, dans le pétrole. C'est 2 choses relativement différentes. Donc les ETF qui investissent dans les entreprises, de matières premières, elles vont investir dans Shell, Total, des choses, comme ça. Mmh. Mais comme tu te doutes, ces entreprises, elles sont pas complètement l'évolution des actions de ces entreprises n'est pas complètement corrélée au cours des matières premières. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Surtout si elles font de l'aval plutôt que de l'amont, a Mmh. fortiori. Alors s'il y avait que de l'amont, ça serait peut-être un peu plus corrélé, j'imagine, mais voilà, c'est fait donc c'est-à-dire que l'amont étant l'extraction. Sur la distribution, voilà, c'est pas complètement, corrélé. Donc on peut avoir des surprises. Voilà, j'ai des stats effectivement qui montrent, que parfois on voit Total, baisser quand le cours Et ouais. du Mmh. pétrole monte et vice versa. Voilà, c'est pas si simple. Donc pourquoi pas, mais en tout cas pour avoir une corrélation forte à la matière première, c'est pas évident. Donc on peut acheter un exchange traded commodity Mmh. qui est un produit coté en bourse qui n'est pas un fonds, c'est autre chose, voilà, qui va investir dans le pétrole. Après, il faut quand même faire attention, c'est que, comme je disais, c'est pas un fonds, ça ressemble plutôt à une obligation, hein, plutôt qu'on n'est pas vraiment actionnaire, c'est que l'entreprise qui émet ce produit financier a une dette envers nous, OK? Alors que dans l'autre, on est actionnaire du fonds, détient une part du fonds, et par ailleurs, par exemple, sur le pétrole, on va pas investir sur le marché spot. Le spot, c'est le marché, immédiat du pétrole. On va investir sur le marché des contrats à terme, le marché futur. Parce que si on achète sur le marché spot, c'est-à-dire, qu'il faut entreposer le pétrole, et les gens, on n'a pas si on achète, 1 000 € de pétrole, on n'a pas envie de se retrouver avec un bout de baril de pétrole chez Mmh. soi, Mmh. hein, pour faire court. Donc en fait, on achète à 3 mois, 6 mois du pétrole, et ce qui fait que il faut revendre quand ça devient trop proche. Quand on achète à 3 mois et que l'échéance arrive là, à 3 mois et moins une semaine par exemple, et ben, on revend pour acheter 3 mois plus tard. C'est un peu plus compliqué que ça s'appelle rouler une position, mais ça entraîne des complexités qui fait que, c'est pas toujours complètement corrélé non plus, avec, le marché, d'évolution des matières premières. Donc là aussi, on peut avoir des surprises. Donc exotique, j'utilise le mot, veut dire complexe, veut dire effet de bord, veut dire, on maîtrise il faut faut bien se poser la question sur ce qu'on veut faire. Voilà, donc voilà, il faut bien réfléchir. C'est possible, mais il faut faire attention. J'avais cet exemple aussi avec l'or effectivement, où tu vois, j'avais cru comprendre qu'il y avait des ETF qui vraiment achetaient de l'or. Mmh, Tu mettais 1 000 € dans l'ETF, avec ces 1 000 €, ils achetaient de l'or qu'ils stockaient eux-mêmes, ouais. et donc là, c'était vraiment très fait un ETF physique. Alors je sais pas, c'est peut-être un ETC du coup, je sais pas? Heu, Ouais, bon, mais c'est pas très grave, oui, oui, ouais. c'est ouais. Voilà, et en fait, et sinon j'avais juste un ETF qui répliquait, l'indice, effectivement du cours en fait, de l'or, et ça c'est un ETF synthétique, c'est ça? Ou c'est quoi la différence? Non, 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 c'est Non? encore de Non? c'est encore une différence, entre qui n'a rien à voir avec l'ETF synthétique et D'accord. l'ETF à réplication, physique. C'est plutôt effectivement des commodités, Des commodités, OK, OK. voilà, et après comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est le c'est, en fait, c'est l'entreprise à laquelle on achète ce produit qui nous doit de l'argent, OK? Comme une obligation, OK? Mmh. Bah, en fait, ils peuvent s'assurer derrière contre quelque chose. Voilà. J'ai investi 1 000 €, en échange, eux, ils ont un stock d'or. Voilà, Ouais, OK, OK. qui va, s'échanger. Voilà. Donc c'est une forme d'assurance, et ils ont du vrai or, en stock en Suisse, à Londres, voilà, dans différents, pays qui peuvent rapatrier, voilà. Alors que sinon, c'est juste sur leur fonds propres. S'ils mettent pas en place ils peuvent s'assurer aussi de d'autres manières, hein. Mais voilà, donc ils ça peut paraître plus sécurisé qu'ils aient un stock d'or en face. Voilà. D'accord. OK, OK, je comprends. Pareil pour les bitcoins. Voilà, si on achète un ETF, un ETC, bitcoin, si l'entreprise à laquelle on achète les bitcoins, l'émetteur de l'ETC
a des bitcoins en stock, bah, c'est quand même un peu plus sécurisé. Ouais, je comprends. OK, OK. Et du coup, un ETF synthétique, alors j'avais ça en tête, c'est quoi? Ça se matérialise comment? En fait, il y a différentes façons de faire de la réplication d'indices. Il y a, disons, trois grandes façons. La façon la plus simple et la plus compréhensible, c'est, comme je disais tout à l'heure, dans la S&P 500, il y a 3% de telle banque, on va acheter 3% de telle banque, on achète les actions, on le met dans l'ETF et après on revend l'ETF. Bon, voilà. Ça réplique de façon directe. C'est ce qu'on appelle la réplication physique ou directe. Moi, je préfère la réplication directe. OK. Ça, c'est la première façon. Il y a une sous-façon de cette façon, c'est la réplication directe à échantillonnage, sampling. Si on prend un ETF qui suit un indice qui a énormément d'actions, par exemple, si on suit un ETF qui suit un indice qui s'appelle le MSCI World ACWI, c'est-à-dire y compris les marchés émergents, IMI aussi, y compris les petites capitalisations, bah, c'est un indice qui suit plus de 8000 sociétés dans le monde. Mais il y en a quand même plein qui vont pas tellement influencer l'évolution du cours de l'indice. Et ça peut coûter cher de répliquer toutes ces indices, d'acheter toutes ces entreprises par petits bouts, etc. Donc, ce que peut faire l'émetteur d'ETF, c'est de dire, bah, je vais en suivre 6 000, 4 000, 2 000, et je vais le faire de manière intelligente pour que ça suive correctement. Ça prend un échantillon. Ce qui fait que l'écart à l'indice, bah, il va exister un petit peu, mais il ne devrait pas être si élevé que ça, parce que l'objectif, c'est d'avoir l'écart le moins élevé possible. Mais voilà, ça coûte un peu moins cher de ne pas acheter les 8000 actions. Donc ça, c'est un premier groupe, c'est la réplication physique ou directe, soit totale, soit à échantillon. OK. Après, il y a la réplication qu'on a appelée historiquement synthétique et que je préfère appeler indirecte. C'est un petit tour de passe-passe, ça, il faut être honnête. C'est qu'on achète des actions très liquides, physiquement, et après, on achète à une banque un contrat qui échange l'évolution de ces actions contre l'évolution d'un autre indice. On achète des actions européennes et on dit à une banque, je voudrais faire un contrat avec toi pour échanger contre la performance du S&P 500. Ouais, effectivement, ça paraît pas très compréhensible comme ça tout de suite, mais Voilà, mais bon, ça c'est un contrat dérivé, hein, c'est un produit synthétique, on l'appelle comme ça, voilà. et pourquoi eux Ça n'achètent pas c'est quoi l'intérêt? Pourquoi ils achètent pas directement? Pour plein OK, de raisons et parce que les émetteurs d'ETF aussi parfois sont plus petits que les banques et les OK, banques, c'est plus facile d'aller investir dans des petits marchés émergents que les émetteurs d'ETF OK, pour aller acheter. Et après aussi pour des raisons, ce sont des banques d'investissement qui ont des gestions fiscales à gérer pour leurs grands clients. Voilà, il y a tout un OK, c'est la finance. Voilà, OK, c'est un produit financier, c'est le monde de la finance, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais en tout cas, ils font des échanges et c'est quelque chose de relativement courant dans le monde de la finance, hein. Ça s'appelle un swap de performance. Voilà. OK. Ça peut être pour des raisons fiscales aussi. Voilà. Ça peut être plein de choses. Et donc, on fait cet échange. Mais le prix, comme tu le vois, en fait, on détient quand même en physique plein d'actions. Et le prix de ce swap, en fait, c'est une toute petite partie. Donc, c'est pour ça que je préfère partiellement synthétique ou indirect, parce qu'en fait, ce contrat, c'est une faible partie de l'ETF. En plus, on le la plupart du temps, il est résignalisé tous les jours. Donc, voilà, on ne dit pas tiens, je t'échange pour l'année prochaine ou pour les 5 prochaines années. C'est je t'échange aujourd'hui. Voilà, enfin bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà. Voilà. Et en plus, c'est même parfois assuré spécifiquement. Voilà, donc c'est quand même très sécurisé. OK. Donc, voilà. Et c'est ce qui fait que dans le PEA, la règle, normalement, c'est d'avoir 75 d'actions européennes, de la zone euro. Mais là, donc on a largement plus que 75, mais on fait un contrat de swap au-dessus, et ce qui fait qu'on est exposé en ayant du LVMH total au S&P 500 ou au marché émergent. Voilà. D'accord. Et ça, c'est la réplication synthétique. Donc c'est ça qui permet via un PEA, notamment d'investir dans des entreprises, américaines quoi, par exemple? OK. Exactement. Aux États-Unis, c'est interdit enfin, voilà, ça n'a pas été le cas aux États-Unis. Ah ouais, En Europe, et c'était historiquement plus synthétique pour différentes raisons, plus synthétique que physique. Le physique a repris le pas, mais je pense que le synthétique a toute sa place
pas mal de marchés, notamment sur le marché obligataire, où ça vaut le coup. Et si on regarde bien, il y a pas mal de marchés où les ETF synthétiques sont plus performants que les ETF à réplication directe, d'ailleurs. La troisième du coup? Le troisième type d'ETF? Bah, en fait, c'était un A et un B et voilà, voilà. Donc c'est direct total, direct à échantillonnage ou indirect. Voilà. OK, OK. Donc il y a 2 ouais, 2 grosses familles, dont une Ouais, sous-famille. OK. Bon, très exactement. bien. C'est quoi pour toi une bonne stratégie d'investissement passif? Par exemple, question très, très concrète, est-ce qu'il vaut mieux avoir 100 lignes, vu que c'est passif, donc ça veut dire une fois que tu les as, tu les touches pas? Ou, ça je prends vraiment à l'extrême, ou alors il vaut mieux avoir 10-20 lignes, les connaître, assez bien malgré tout au départ, quitte à pas trop s'en occuper après? Alors ça dépend quel type d'investissement de quel type d'investissement passif tu parles. On peut en théorie faire de l'investissement passif sur des actions en direct. Mmh, Avoir 100 actions en direct et ne pas y toucher. mmh. On peut faire ça. Est-ce que ça, pour toi, c'est quelque chose qui est quand même, plutôt courant ou Alors pas? non, Enfin, c'est pas très je pense que c'est pas très courant, mais si, enfin, je sais pas, bah, il y a des gens qui changent pas toutes les 5 minutes, d'avis, hein, quand même, hein, voilà, qui ont gardé leurs actions, en France, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens, mais après c'est rarement sans action, mais qui ont du air liquide depuis très longtemps ou des choses comme ça, voilà, ouais, des ouais, OK, ouais. Mmh. stratégie, bon père de famille, comme on le dit, voilà, il faut, je pense ou bonne, mère de famille pour être, plus Ouais. équitable dans la gestion du foyer. Heu, sachant que, petit aparté, les femmes sont meilleures en investissement, je tiens à le dire, que les hommes. Ça, c'est prouvé, Et oui, scientifiquement par les chiffres, donc voilà. beaucoup moins de sang, Exactement, voilà. Donc celles qui sont capables effectivement de faire de l'investissement passif et de performer sur le long terme, ce sont, essentiellement, statistiquement les femmes, hein. Exactement. mais tu vois, je me dis, gérer 100 lignes dans une entreprise de la tech, par exemple, c'est impossible sur le long terme, ça bouge trop. Je suis d'accord, mais justement le but c'est de ne rien faire. Donc Ouais. on achète, et puis on fait rien. Ouais, mais le marché bouge tellement, une boîte de la tech aujourd'hui vaut tant, demain elle vaut rien. Enfin, tu vois, Air Liquide, bon, c'est quand même assez flat. Enfin, tu Ouais, vois, c'est vraiment comme tu dis, épargne père tranquille, quoi, ou mère ouais. tranquille. Mais il y a des boîtes aujourd'hui où tu as quand même des swings qui sont beaucoup plus importants. Donc tu te dis, cette variance-là, quand même, si tu la suis pas un minimum, tu te rends compte qu'en fait la boîte elle n'existe plus, quoi, au bout d'un moment, tu vois. Non, mais exactement, je suis d'accord avec toi, donc non, mais c'est juste pour être ouvert d'esprit, de Ouais, potentiellement refermer des portes, il y a des gens qui pensent à faire ça. ouais, En revanche, pour aller complètement aller dans ton sens, il suffit de regarder les 10 capitalisations les plus importantes du S&P 500 ou du monde, en 1990, 2000, 2010, 2020. Ça n'a rien à voir. mmh, Donc mmh, effectivement, si on se dit: «Tiens, je vais acheter le top 10 parce que le top 10, bah, c'est telle boîte» et on se dit: «Bah, ça peut pas, moins bien marcher», mais en fait si. C'est pas parce mmh. qu'on est numéro un que on reste numéro un. Voilà. Bah, ouais, ouais, ouais. Donc il y a plein de gens qui se disent: «Tiens», et c'est pas spécialement sur ces entreprises, voilà, Google, ça ne pourra être et indétrônable en moteur de recherche, par exemple. Force est de constater que les moteurs de recherche, ils ont largement changé. Mmh Voilà, mh. et on pensait qu'à l'époque où voilà, Hasta la vista là, ou Lycos, ça marcherait super bien pendant toute la vie, quoi, et Ouais, force est de constater que c'est pas le cas. Meta, ça a été au top, c'est quand même beaucoup moins au top. Voilà, ouais. donc comme tu dis, ça change. Mmh. Donc est-ce que c'est une bonne stratégie? Non. Moi, j'ai même fait des statistiques pour montrer que, ça marchait pas, qu'il y avait une différence, de pourcentage, significative dans l'article que j'ai écrit sur le S&P 500. Je le montre, voilà, preuve à l'appui de ce que c'est que d'investir dans les 10 premières entreprises et d'avoir rien fait. Bah, ça marche beaucoup moins bien que de suivre l'indice qui, lui, quand même, fait un petit travail actif de sortir les moins bons et de racheter les moins mauvais, quoi. Voilà, il est Ah oui. petit, mais il existe quand même. Il est petit, c'est à peu près, 2 par an sur le S&P 500, je dirais, comme ça de tête, mais ça fait le boulot. Bon, surtout sur les plus grosses entreprises, les 10 premières, elles sortent et elles rentrent quand même assez largement, voilà. Donc il pourrait y avoir ça. Après, moi, avoir 100 ETF, ça, je pense que c'est n'importe quoi. Ouais, Avoir 10 ETF, on peut se poser la question. Alors, en mélangeant les ETF obligataires et actions, ça, pourquoi pas? Après, moi, je pense qu'il faut viser la simplicité, que multiplier les lignes, ça sert à rien. Parce que, par exemple, si on a le MSCI World, on a tous les pays, développés, bah, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Voilà. ouais, Donc, donc il te faudrait une ligne pays émergent pour, compenser un bon, peu. voilà, on rajoute une ligne pays Ouais. émergents, et cetera. Après, on peut quand même fine tuner parce que, par exemple, les indices, MSCI World,
ils sont, plus chers que les indices que les pardon, les ETF MSCI World, ils sont plutôt sur le PER en tout cas, ils sont plus chers que les ETF, pris individuellement. Donc si on prend un ETF, S&P 500 et un ETF Europe, on arrivera à moins cher, à des frais moins élevés, que, celui du MSCI World. Donc c'est toujours ça de prix. Après, bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait du Japon? Ça oblige Ouais, ouais, à se poser, ces questions-là, aussi. Donc ça demande un peu plus de réflexion, de maintenance. C'est pas impossible. Donc on peut, aller monter, jusqu'à, 10, ETF. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais interviewé un célèbre robo-advisor, mmh, heu, qui investissait lui-même, dans les ETF. Bah, les robo-advisors, allez, ils ont 10-15 lignes, aussi et c'est des professionnels, qui suivent ça toute la journée. ouais. Donc je pense qu'un particulier, ça me semble pas très sain, d'avoir plus de 10 lignes d'ETF et ce qui permet de durer, c'est de la simplicité, voilà. Donc moi je prône beaucoup la simplicité, voilà. OK, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire parce que tu vois, moi, le premier bon, alors moi, j'aime bien toucher à tout, donc c'est vrai que souvent, je me disperse un peu, tu vois? Je me dis: «OK, ça a l'air sympa. Tiens, Mmh, j'investirais bien dans tel domaine ouais, et autres» et je me retrouve, facilement avec plusieurs lignes, tu vois? Soit d'actions, soit d'ETF. Sauf qu'en fait, je les suis pas au bout d'un moment et je me rends compte que, beh, finalement, l'ETF russe, bah, il a perdu 80 parce que ouais, tu vois? Non, mais c'est des trucs, voilà, parce que je m'en suis pas ouais, occupé alors que j'aurais dû, tu vois, me dire: «Attends, ça va péter en Russie, putain, l'ETF, il faut que je voilà, que je clôture ma position directe, quoi». Enfin, tu vois? Et ouais, c'est des choses, je m'en suis pas du tout occupé. Bon, ben aujourd'hui, je me retrouve avec un ETF russe qui vaut plus rien, tu vois? Par ouais. exemple. Bah, j'en ai Et un aussi ETF russe, si tu ouais, veux tu tout as savoir, donc tu vois, tu peux te sentir moins seul. ouais, voilà. Après, moi, je peux te dire pourquoi est-ce que moi j'ai investi dans l'ETF. Parce que moi, j'aime bien. Donc, moi, j'investis en ETF très largement. Après, je suis pas sectaire, j'ai d'autres choses. Et j'aime bien, par principe, aller aussi tester sur une petite partie de mon capital certaines Mmh. choses pour voir si je suis malin et me démontrer par l'exemple que je fais pas mieux que le marché. Donc pour moi, c'est une petite piqûre de rappel qu'il faut pas aller chercher les trucs compliqués. Donc, voilà, donc voilà, donc j'ai aussi perdu un petit peu d'argent sur un ETF russe, voilà. Ouais, mais je suis un peu comme toi. Enfin non, je suis même carrément comme ça aussi, tu vois? Souvent je me dis, je sais qu'il va se passer ça, mais je vais quand même le faire pour aller me confirmer que j'avais raison, tu vois? Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est con, hein, parce que souvent tu Bah as si, mais c'est raison. c'est une bonne façon de lutter contre ces biais, cognitifs à mon avis. C'est pas facile de lutter contre soi-même, donc il faut trouver, toutes les techniques permettent de lutter contre soi-même, hein. Voilà. Ouais, mais au final, ça te coûte toujours soit du temps, soit du pognon, quoi. Donc c'est Ah dommage, ouais. tu vois? Ouais, mais ça te Donc coûterait rien, tu aurais pas cet effet qui dit: «Tiens, ça m'a fait mal un ouais, peu c'est vrai, et c'est vrai, c'est je vrai, vais arrêter», tu vois? c'est vrai, c'est vrai. Non, très clair. Est-ce que tu as d'autres tips comme ça à nous livrer sur, justement l'investissement dans les ETF ou la gestion passive? Je pense que, quand on investit en ETF, il faut bien comprendre les indices. Voilà, parce que comme je disais, il peut y avoir n'importe quel type, d'ETF. Faut bien comprendre les indices, savoir ce qu'il y a dedans. Parfois, les indices se recouvrent et donc je vois pas mal de portefeuilles d'ETF où effectivement, les gens, bah, empilent les couches en se disant que c'est plus compliqué, donc ça va être mieux, c'est plus malin. Voilà, les gens, ils cherchent la complexité. Bon voilà, par exemple, j'ai pas les stats sous les yeux, moi je suis en train de réécrire un article justement sur le S&P 500 et le Nasdaq voilà, je pense que 50 du S&P 500, c'est des entreprises du Nasdaq. Donc Mmh. avoir un ETF S&P 500 et Nasdaq, bon, ça se recouvre très largement. Alors si Ouais, on est au courant, pourquoi pas? Mais bon, il y a des gens qui le font sans être au courant. Il suffit ouais. de voir les premières lignes, hein, du S&P 500, hein, Meta, Microsoft, et cetera. Tout ça, c'est des entreprises Ouais, qui c'est sont du cotées au Nasdaq. Nasdaq. Mmh, mmh mh. Ouais. Donc voilà, mais ça peut arriver sur d'autres indices. Donc voilà, c'est un exemple, il faut faire attention à ça. Pareil sur les indices, ESG, vert et cetera. Bah, je vous conseille de vraiment regarder ce qu'il y a dans l'indice, hein, pour pas avoir de surprise. Un exemple, parmi d'autres, hein, c'est que en Europe, ce qui est pas le cas nécessairement aux États-Unis, mais la stratégie, de sélection, des indices dits verts slash ESG, c'est ce qu'on appelle le best in class. C'est-à-dire les meilleures entreprises socialement, responsables de tous les secteurs. Donc on va se retrouver avec les entreprises les plus responsables, par exemple, du secteur, pétrolier. Mmh. Donc il ne faut pas, s'étonner quand on sait ça, d'avoir, potentiellement du Shell, du BP, du Total dans son, ETF ou son fonds d'ailleurs, hein, fonds actif vert. Ouais. Donc il vaut mieux lire, enfin s'intéresser quand même un peu à, l'indice, sous-jacent. Pareil, les frais, il faut toujours regarder les frais. Voilà quelques indices, quelques C'est quoi les frais en moyenne? C'est quoi un frais, on va dire correct pour un ETF?
À plus de 0,5, il faut quand même, se poser largement des questions. Trouver un ETF à 0,1 ou 0,2 devrait être, largement, accessible. Voilà, OK. surtout sur le S&P 500 ou des grands indices, comme celui-là. Voilà. Il y a des porteurs, d'ETF qui sont plus quali que d'autres, type, tu vois, je citais BlackRock, Lyxor, et cetera? Non, franchement, ils sont tous bien. Il faut plutôt regarder, ETF par ETF. Aussi, l'autre chose à regarder, c'est qu'il faut essayer de pas prendre des ETF qui sont trop petits, avec un Ouais, encours trop petit. En revanche, c'est corrélé au fait d'avoir des que ça suit des indices, un peu, de niche. voilà, de niche pointus, Mmh. voilà. Donc c'est sûr que si on fait, les biotech indiennes, il faut regarder faut Ouais, regarder. ouais, Voilà. Donc voilà, après, je pense que voilà, moi je suis pas fan de, ces niches. Voilà, je préfère ouais. les grands indices où on change pas toutes les 5 minutes, d'avis. On a une allocation que j'appelle qui s'appelle stratégique et on suit cette allocation stratégique sur le long terme. Voilà, c'est ça qui me semble vraiment important. OK, et sur la partie logistique, donc si on veut acheter un ETF, est-ce que tu peux nous citer quelques endroits où c'est facile de le faire et où justement les ordres de mouvement sont pas trop excessifs? Moi, dans la stratégie, dont je parle là, l'investissement passif, on fait pas énormément d'ordres, hein. Oui, donc finalement ça pèse pas trop, ouais. Mmh. Ça pèse pas énormément. Après, c'est dommage de perdre sur cette partie-là, pour une valeur ajoutée qui me paraît pas, nécessairement, énorme. Oui, parce que là, tu es pas dans vraiment du timing, de Voilà, trading ou des choses comme ça. C'est pas grave si tu achètes, 1 heure plus tard, quoi. exactement. Donc les courtiers en ligne, connus, sont voilà, il y en a des pas mal, de très bien, tu veux que je cite des noms, Ouais, on peut spécifiquement en ou? citer, hein, Ouais. sans vraiment dans toute objectivité, Voilà, quoi. bah, moi j'utilise beaucoup Bourse Direct, hein, par exemple, c'est mon courtier, principal. Ceux qui veulent avoir une banque qui n'est pas un courtier parce qu'ils ont leur compte, déjà là-dessus, bah, Boursorama, Fortuneo, ça marche, super bien, donc voilà. Donc ça, c'est surtout pour les PEA, ça me semble des bonnes solutions, voilà, après sur le CTO, ça on peut un peu plus ouvrir, et notamment, sur courtiers étrangers, Type de potentiellement. Giro. Voilà, alors donc on peut regarder ça. Il faut quand même faire attention, ils sont pas tous comparables, hein. Il y a des gens qui disent effectivement que si c'est gratuit, c'est vous le produit, donc faites attention. Parce qu'il y a des gens qui en fait, le coût les coûts d'achat, ils viennent des frais de transaction en bourse, mais aussi de l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur. Mmh. Et donc, certains courtiers peuvent faire des cours d'achat et cours vendeurs pas du tout favorables et en fait, ils se font de l'argent en revendant, ces cours et en les dirigeant vos ordres à des hedge funds, et cetera. Donc bon, voilà. Donc si on choisit des courtiers étrangers, plutôt, j'aurais tendance à dire pas ceux de Malte ou des choses comme ça, voilà. Mmh. Choisir, voilà, l'Allemagne, les Pays-Bas, voilà, des choses comme ça. Ouais, J'aime bien aussi beaucoup, Trade Republic, parce OK. que Trade Republic, bah, permet, d'acheter, régulièrement, une somme, fixe mensuelle. On met, 50, 100, 500 € par mois et c'est fait automatiquement, ce qui est quand même super pratique. Voilà. Quand c'est fait automatiquement, ça veut dire quoi? Tu choisis quand même, dans quoi c'est fait ou dans le Tu l'ETF dans choisis lequel dans c'est quoi c'est fait, mais tu dis: fait? Ouais. «Voilà, j'achète tel portefeuille, d'ETF, pour 100 €, tous les 15 jours, tous les mois», et cetera. Mmh. Ce qu'on appelle le DCA, quoi, communément, c'est ça? Voilà, Le exactement. DCA. OK. Ouais. Alors que sur un compte titre ou sur un PEA, il faut le faire un peu enfin, voilà, il faut le faire manuellement en, passant ses ordres, tous les mois. OK. Ça demande parfois une petite gymnastique parce que imagine que tu as un ETF, qui cote 150 € et tu dis: «Je vais mettre, 100 € par mois». Mmh. Bon, comment tu fais? Bah, c'est Ouais, possible, tu achètes tous les 2 mois, tu te débrouilles, tu trouves un ETF, moins ouais. cher, il y en a, bien sûr qu'on peut s'en tirer. Mais là, voilà, bah, ça se fait, automatiquement, ce qui est quand même assez sympa. C'est possible de faire ça sur les assurances vie aussi, hein, voilà. Ce DCA là, on va s'arrêter 2 minutes, effectivement, donc DCA, c'est dollar cost average. Ça veut dire Mmh. que tu investis de manière régulière pour lisser justement, la variance, des coûts, c'est ça? De Bah, en fait, c'est que on ne sait jamais, enfin, personne ne sait si, c'est le bon moment d'investir ou pas. Ou c'est toujours le bon moment parce que c'est le mmh. prix du marché. On peut voir les Ouais, choses, ouais. bah, plutôt que de se faire des nœuds au cerveau, on investit, tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans, ce qui c'est bien sûr que enfin, on peut toujours faire des calculs sur qu'est-ce qu'il faut mieux faire tous les 15 jours, tous les mois, et cetera, mais ça,
ça fait des cacahuètes à la fin. Ce qui est important, c'est de le faire régulièrement et de pas le faire, en tout cas, parce qu'on pense que la Fed a fait telle chose, que machin, qu'il y a une crise. Voilà, il faut le faire régulièrement. Voilà. C'est ça qui est important. Voilà. Merci beaucoup, Edouard, pour toutes ces informations sur l'ETF, la gestion passive. Moi, j'ai appris pas mal de trucs, notamment techniques sur tu vois, les ETF, les types d'ETF, les réplications et autres. Si on veut aller plus loin, justement, et je sais que tu crées beaucoup de contenu sur le sujet et ça se sent que voilà, ça te passionne et que, en plus, tu as une vraie légitimité sur le sujet, où on peut te trouver, sur quels canaux? Alors, essentiellement sur mon blog épargnant3.0.fr. Donc voilà, donc j'ai mon blog, j'écris des nouveaux articles régulièrement, je mets les anciens à jour, etc. J'anime ça, il y a une newsletter, il y a un guide gratuit sur les ETF. Donc voilà, si vous me cherchez sur Amazon, vous aurez accès à mes livres. Et puis j'ai aussi une formation en ligne pour aider justement à créer votre propre politique d'investissement, ce que j'appelle portefeuille d'ETF, mais dans la durée. Voilà, répondre à des objectifs, voilà, pas juste créer un portefeuille d'ETF, et je vous aide pas à pas à créer ce portefeuille. Et je parle d'autre chose que les ETF, parce que les ETF, c'est un produit d'investissement. Des produits d'investissement passif, il y en a d'autres. Il y a notamment les SCPI, j'ai parlé de l'or, voilà, il y a d'autres façons de faire. Et ce qui est important, c'est d'être régulier, de lutter contre ces biais cognitifs et de diversifier. Voilà, donc c'est vraiment très important de diversifier. Voilà. Mes spécialités, c'est tous les produits financiers qui prennent 1 minute par mois. Ouais, voilà. c'est ça. Donc pas l'immobilier physique, voilà, par exemple. Je comprends parfaitement. Tu as une chaîne YouTube aussi, tu as oublié de Oui, j'ai une chaîne YouTube. tu vois, je te fais un peu de promo pour ta chaîne. Merci. Non, mais il y a des vidéos, en tout cas, je sais le temps que ça prend de faire des vidéos, des journées, de préparer. Donc autant qu'elles soient vues, quoi. Ouais, c'est gentil. Ouais, et je fais pas mal effectivement des interviews aussi avec des acteurs spécifiquement des ETF. Donc elle est quand même assez centrée sur l'investissement passif et les ETF. Donc ça permet d'aller aussi assez loin sur ces sujets. Ouais. Tiens, d'ailleurs, tu parlais d'immobilier. Dernier tips d'Edouard avant de clôturer cet épisode. Pour ceux qui, comme moi, sont fans de l'immobilier et qui aiment bien faire des états des lieux, etc. gérer toutes les merdes au quotidien. Non, en fait, en vrai, c'est chiant quand même. Mais est-ce que tu as un ETF, par exemple, qui pourrait être intéressant pour les gens qui sont intéressés par l'immobilier, tu vois, qui répliquent quelque chose en rapport? Oui, alors, voilà, c'est un long sujet que j'aborde dans ma formation, notamment en long et en large. Il y a des entreprises qui investissent dans l'immobilier, des entreprises cotées, qui ressemblent à des SCPI, mais cotées, les REITs aux États-Unis. Et donc, il y a des ETF qui suivent ces entreprises. Okay. Sauf que donc ça investit effectivement dans l'immobilier, ça c'est sûr. Le seul truc, c'est que ce sont des actions, donc il y a une volatilité, une variabilité qui est la même que celle des actions, pour faire court. C'est quelque chose qui est de niche. Ces entreprises empruntent elles-mêmes, donc il y a un effet de levier qui est intégré à ces entreprises. C'est une des raisons pour lesquelles aussi il y a une forte variabilité. Et il faut faire attention, comme toujours, à l'indice qu'on suit, parce que parfois, dans l'indice, il y a ces entreprises qui ont de l'immobilier, mais parfois c'est du secteur immobilier. Il peut y avoir, je sais pas, des promoteurs immobiliers, par exemple, dans les ETF immobiliers. Voilà. Donc il faut quand même regarder de près ces sujets-là. Il y a d'autres problèmes aussi, c'est que la liquidité n'est pas toujours excellente sur ce type d'actions. Parfois, elles sont assez décorrélées pendant certaines crises, et parfois elles sont encore très corrélées avec le reste du marché pendant certaines crises. Donc ça dépend. Donc il faut regarder. Donc il y a des possibilités, mais il faut quand même bien comprendre avant de se lancer, je dirais. Ok. Bon, merci beaucoup Edouard, encore une fois. Écoute, on te retrouvera sur tous tes canaux pour s'enrichir de tout ton savoir et ton expérience. Merci encore à toi et je te souhaite une bonne continuation pour tout le reste et à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir à toute ta communauté et à très bientôt. Salut, ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets
et un bon enrichissement. À très bientôt.